travaillerons-nous demain main dans la main avec l'IA et en 100% remote, avec des salariés boomerang ? À quoi va ressembler le monde du travail de demain ? C'est pour en parler que je reçois Xavier de Masno. Bonjour Xavier. Bonjour. Merci d'être avec nous. Xavier, vous êtes le fondateur de The Village, une newsletter influente sur l'avenir du travail. Vous avez plus de 8000 abonnés. Pour commencer, je vous propose d'écouter nos auditeurs sur la question à quoi va ressembler le monde du travail en 2050. Le travail de demain, je sais pas trop. Compliqué, je vois dans le sens où je pense qu'il y a certains métiers qui vont disparaître. C'est vrai qu'on a de plus en plus de caisses automatiques, il y a moins de contacts, tout se fait sur Internet au niveau des tailles. Il y a même des articles qu'on peut essayer virtuellement, tout ça, donc on perd le contact et je trouve ça dommage. Et à l'avenir, je pense que ça va être de plus en plus comme ça et ça fait un peu peur en vrai. Je pense que pour tout ce qui va être le travail de demain, du coup, on va beaucoup dépendre de l'intelligence artificielle. Je pense que dans 5-10 ans, ça va être un outil assez omniprésent dans toute branche de travail, quoi. Je pense pas que ce soit particulièrement négatif. Je pense que ça peut apporter des nouvelles façons de faire et des nouvelles pistes qui ne sont pas forcément à jeter. Il y a des services avec l'IA qui peuvent disparaître, mais je pense que ça va dépendre des entreprises aussi. Les grosses boîtes qui sont peut-être un peu plus au ralenti, elles vont mettre, je pense, des années à adopter les nouveaux outils et à se séparer aussi des gens. Moi, du coup, je suis en master histoire de l'art. Je vois au niveau de la technologie et de la digitalisation, je pense que ça touche pas trop cette branche-là. C'est du travail d'archives, du travail vraiment très manuel. Nous, on est en études de psycho et on espère que ça va quand même rester. Pour aujourd'hui comme pour demain, qu'on reste en contact et qu'on ne soit pas face juste à un ordi ou des trucs numériques comme ça. Je pense qu'on ne peut quand même pas se dispenser de l'être humain pour énormément de choses, surtout au niveau de l'audiovisuel où on a besoin d'énormément de créativité, où il faut faire passer ses idées et j'espère que ça comptera toujours en tant qu'être humain, quoi. Xavier, vous suivez les évolutions du monde du travail depuis quelques années maintenant. Peut-être pour profiter un petit peu de votre connaissance dans le domaine, est-ce que vous pourriez nous donner un petit recul historique et nous raconter quelles sont les grandes étapes qui ont marqué l'évolution du monde du travail ces 100 dernières années ? Jusqu'à 100 ans, on était un monde très agraire. 80-90% de la population active travaillait la terre. Et comme c'était des métiers qui n'étaient pas mécanisés, il y avait beaucoup de main-d'œuvre. Dans les fermes, d'ailleurs, on avait beaucoup d'ouvriers agricoles et ça occupait le travail de à peu près toute la population. Plus quelques artisans, surtout en ville aussi. Et ça durait depuis des siècles et des siècles. Et est arrivée la révolution industrielle pour faire court, oui. Et où on a assisté à un exode rural progressif pour aller pour fournir de la main-d'œuvre à l'industrie qui était en train de naître avec des conditions de travail qui étaient parfois déplorables. Il n'y avait pas de protection sociale, il n'y avait pas encore de syndicats, donc c'était un monde en pleine mutation, un peu comme on le connaît aujourd'hui, mais assez dur. Et puis, à la fin du 19e siècle, on a vu un peu une organisation du travail. À l'époque, on a vu arriver les syndicats à la fin des années 80. Et à l'époque, ces syndicats étaient assez hostiles aux salariats. On était un monde plutôt d'indépendants, où d'ailleurs les gens travaillaient souvent chez eux. Des petits artisanat, petite manufacture à la maison, travailler à la maison. Et c'est pour ça quand il y a 20 ans, on commençait à parler de télétravail, les syndicats étaient assez hostiles au télétravail parce que ça leur rappelait dans leur inconscient collectif ce travail un peu forcé à la tâche, payé à la tâche, et ça avait des répercussions négatives chez eux. Donc on arrive au début du XXe siècle. On essaie de rationaliser ce monde industriel, le fameux Fordisme, c'est vraiment la rationalisation. Le salarié est est un pion qu'on va essayer de rendre le plus efficace possible en essayant de le faire moins perdre de temps possible, d'avoir la production maximum, ce qui a conduit à des choses effectivement très rationnelles, qui faisait baisser les coûts, qui améliorait la productivité. Mais on est arrivé dans un monde du travail, c'est Charlie Chaplin, dans les temps modernes. Complètement. Alors le sens, n'en parlons même pas, mais dans des conditions de travail assez difficiles. Et les 30 premières années du siècle, du XXe siècle, on a vu une espèce d'opposition entre les entrepreneurs, l'industrie, les industriels et les salariés et les syndicats.
Donc c'était même en plus assez violent. On a vu, après la Deuxième Guerre mondiale, on a vu un peu une rationalisation aussi, mais avec une composante, un souci humain et un jeu des syndicats qui était plus puissant, et donc une amélioration des conditions de travail. On a vu une protection sociale aussi après la guerre qui s'est développée, hein, avec la sécurité sociale en France. Oui, puis les congés 45, payés qui sont arrivés les congés payés qui sont arrivés au moment du Front populaire. Donc on a vu des avancées sociales progressives et jusque dans les années récentes, on a tout tournait bien parce qu'on avait une démographie positive sur laquelle l'assurance sociale pouvait s'appuyer. Donc les actifs payés pour les retraités, tout allait bien, sauf que petit à petit on s'est aperçu qu'on avait de moins en moins d'actifs pour payer les retraites, que tous nos avantages sociaux avaient un coût, qu'on s'était pas tellement occupé des coûts, contrairement à des systèmes anglo-saxons, on n'avait pas tellement rationalisé financièrement la chose, et aujourd'hui on se retrouve avec des problèmes. Ouais. Donc ça, c'est un peu le contexte global pour faire vite. Et puis est arrivée aussi la révolution du digital. Alors, voilà. Qui est venu bousculer encore tout ça. Très très récente, parce que, disons l'an 2000, pour schématiser, l'an 2000, c'est la révolution digitale dans tous les métiers. Y compris l'agriculture ou des métiers ou l'industrie où on pensait pas que ça se produise. Sauf que, on a un peu oublié au passage que, oui, il y a une révolution digitale, mais quand même, il y a des métiers qui ne sont pas digitalisables, et d'ailleurs dont on va avoir de plus en plus besoin, tous les métiers du care, le soin, la santé, c'est un rapport d'humain à humain, et l'intelligence artificielle n'est pas prête de se substituer, j'espère, se substituer à la relation humaine dans ces domaines. Et c'est toujours une part importante, et ça va être une part de plus en plus importante. Ces travailleurs de première ligne, comme on les a appelés au moment de la Covid, qu'on a redécouvert au moment de la Covid, parce que tiens, on a besoin d'eux, sont toujours une partie importante qui subit la digitalisation, qui peut-être à titre privé qui en est usagé, mais sans être acteur, oui, mais en tout cas usagé. Oui. Voilà, c'est ça, et qui le subit. Et eux, ils peuvent juste être ubérisés à la limite, remplacés par une machine, sauf dans les métiers dont je viens de vous parler, mais ils n'en sont pas des acteurs, justement. Ouais, voilà, justement. Ce qui est intéressant aussi quand on regarde un petit peu l'évolution du monde du travail, et puis par l'évolution du monde du travail, forcément l'évolution du statut du salarié, c'est qu'il y a encore quelques décennies, c'était les entreprises qui dictaient complètement la règle, et on parlait souvent de l'employabilité des travailleurs. Aujourd'hui, avec toutes les mutations dont on a parlé, les talents sont beaucoup plus acteurs. C'est eux qui choisissent s'ils veulent trouver un travail qui soit en accord avec leurs valeurs et qui s'adapte avec leurs aspirations, notamment le partage entre la vie privée et la vie professionnelle. Comment est-ce que vous expliquez ce changement de situation ? Alors, je dirais pas que c'est aujourd'hui, ça dépend des moments. Quand il y a une carence dans des besoins, dans des métiers, le salarié se retrouve en situation de force par rapport à l'employeur. C'est lui qui dicte ses conditions à l'employeur. Ça, on l'a vu avant l'explosion de la bulle, fin années 90, début 2000, dans le numérique. Je me souviens, dans la Silicon Valley, un développeur, il était payé 150 000 $, parce qu'il n'y en avait pas, et on en avait besoin, c'était vital. Donc c'est eux qui dictaient les conditions. Aujourd'hui, on se retrouve dans certains métiers, un peu dans la même situation, sauf qu'en général, le rapport de force, il est plutôt en faveur de l'employeur. C'est l'employeur qui dicte ses conditions, et puis si vous n'êtes pas d'accord, il y en a 50 qui font la queue. Donc vous êtes beau être théoriquement employable, il y a quand même une certaine forme de concurrence. Alors après, ce que vont chercher les entreprises, c'est, quand elles sont intelligentes, c'est les talents. C'est les meilleurs parmi ceux-là. Et ceux-là, pour les garder, on fait en sorte de s'aligner avec leurs aspirations, quoi. C'est ça. Sincèrement ou hypocritement, parce que ça aussi, hein, on parle de greenwashing, il y a du social washing, on fait semblant parce que ça fait bien dans un rapport de RSE, mais c'est pas forcément très sincère ou très bien ou très vécu.
ça paraît malgré tout artificiel. Or, vous l'avez souligné, le gros changement, je pense que c'est la Covid qui était le révélateur, on s'est dit, tiens, c'est possible de faire autrement. On est resté 2 mois, 3 mois se tourner les pouces chez soi quand on n'avait pas la chance d'habiter à la campagne. Et on s'est posé des questions. Et puis on a vu que le télétravail était possible. On a vu que d'autres manières d'organiser sa journée de travail étaient possibles. Et puis on s'est dit que ces aspirations, plutôt que faire du métro boulot dodo, on pouvait peut-être y réfléchir et s'arranger pour avoir un métier. Mais ça, c'est quand même un luxe. Parce que quand on regarde la grosse masse de 26 millions, je crois, de salariés en France, ils sont loin d'être tous pouvoir accéder à ce mode de fonctionnement dans l'entreprise. Le télétravail nécessite déjà un travail de bureau. Alors, il y a ça. Il nécessite d'avoir une entreprise qui est convaincue que c'est bien. Et d'ailleurs, on a assisté l'année dernière à une vague de tentatives de forcer les salariés à revenir au bureau. À mon avis, c'est une incompréhension du phénomène. Le télétravail, il y a beaucoup d'entrepreneurs de patrons qui étaient assez réticents parce qu'ils pensaient que ça allait tuer sincèrement, ils pensaient que ça allait tuer le collectif de travail et que ça allait désengager les salariés. C'est vrai si c'est mal géré, c'est vrai. Mais on s'est aperçu aussi que quand c'était bien géré, c'est comme la semaine de 4 jours où toutes les modes de souplesse qu'on peut donner dans son travail, ça demande du travail. Parce que à laisser les gens télétravailler. Il y a beaucoup de boîtes qui ont subi le télétravail à cause de la Covid et qui ensuite ont su comment faire pour rattraper le coup. Celles qui avaient anticipé, qui avaient déjà formé leur cadre, qui s'y étaient mis avant la Covid, il n'y a pas eu de problème. Et les autres, on a vu d'un côté les salariés qui se sont dit voilà, je suis en vacances, j'ai plus besoin et puis j'ai pas envie de rentrer au bureau, je fais comme je veux. Non, ils ont perdu de vue un peu la notion de pour qui on travaille et de collectif. Et d'autre côté, les entrepreneurs, comme ils ne savaient pas quoi faire, ils ont eu un réflexe, ils ont serré la vis. Bon, et on en est toujours là. Oui. On est toujours dans ce débat. Il y a un gros souci de confiance du coup dans l'entreprise où l'entreprise a le sentiment qu'elle doit surveiller ses salariés et puis à l'inverse, c'est ça. Les autres ne voulant pas être surveillés, j'imagine que ça peut aussi créer des tensions. C'est exactement le mot, c'est ça, c'est la confiance. La base du système, c'est la confiance. Et quand les entreprises ont peur, elles ont qu'une manière de réagir, c'est de serrer la vis et de revenir au mode ancien qu'on avait au 19e siècle où la journée se faisait au rythme de la sirène, comme on dit, pour l'embauche, la débauche, le déjeuner. Des heures précises, paf, voilà, paf. La pause 3 minutes et puis c'est tout. Et puis les cadres, c'était des contremaîtres, des flics qui s'assuraient que vous étiez bien à votre poste et que vous travailliez pendant 8 heures, 9 heures, 10 heures, ça dépendait. C'est intéressant, dans un autre épisode de l'Accent, on va parler justement du rôle du manager, comment est-ce qu'il a évolué dans le temps, parce que forcément, il est passé de flic à aujourd'hui, on attend plus du manager qu'il soit un coach. C'est ça. Un coach de développement professionnel, de carrière. Et ça, c'est vrai que ça pose des questions sur le rôle même du manager. Dans tout ce que vous dites là, ce qui est intéressant aussi, c'est le décalage qu'on va deviner entre les chefs d'entreprise et les nouvelles générations, les nouvelles générations n'ont pas connu au final ce monde d'entreprise, et elles tendent beaucoup plus à de la liberté, du télétravail, bien différencier la vie perso, la vie professionnelle, enfin toutes ces choses dont on parle énormément. Je voulais vous faire écouter un petit extrait sur la génération Z, justement, celle qui fait beaucoup parler d'elle en ce moment. Voici toutes les choses que ma génération ne reproduira pas comme nos parents. Rester 20 ans dans le même taf, c'est ma phobie. Mon père, par exemple, il a fait 25 ans dans la même entreprise. Personnellement, c'est impossible pour moi. J'aurais tellement la flemme de faire les mêmes tâches, de voir les mêmes personnes et d'avoir l'impression de ne jamais sortir du train-train quotidien. Il y a pas longtemps, j'ai lu une étude qui disait que notre génération fera 12 métiers différents dans la même vie. Voilà, alors c'est un extrait d'une
d'une influenceuse sur les réseaux sociaux qui s'appelle Lorraine Lévy. Et donc, elle parle donc notamment du rapport au CDI. Elle parle aussi du télétravail, de la séparation vie perso, vie professionnelle. Et elle parle aussi de l'inversion du rapport de force entre le candidat et l'entreprise. Vous, déjà, en quelques mots, est-ce que vous pouvez nous expliquer les différences du rapport au travail entre les générations, notamment les générations Moi, j'aime pas beaucoup ce terme de génération au sens sociologique, parce qu'une génération X, Y, Z, c'est 15 ans. Oui. Et je trouve que c'est un raccourci un peu dangereux de plaquer. C'est un peu comme un horoscope où parce que vous êtes né le même jour, vous allez avoir le même caractère, Exactement. Vous avez une étiquette. Et je crois que ça marche pas comme ça. J'aime bien ce que disait Michel Serres. Lui, il parlait plutôt d'une population. Et pourquoi ça ? Parce que ça évite de faire de placer le sujet dans le domaine du conflit de génération. Il n'y a pas les vieux patrons et les jeunes salariés. C'est pas vrai. Il y a des patrons plus âgés qui ont tout compris et des jeunes salariés qui n'ont rien compris. N'empêche que ce qui est intéressant en catégorisant de cette matière-là, c'est qu'on repère des changements d'attitude et de mentalité. C'est pas calé sur 15 ans parce qu'on avait déjà dans la génération Y et même certains pionniers de génération X, des baby boomers, qui avaient déjà ces comportements qui étaient un peu anarchistes, qui étaient atypiques, qui n'étaient pas dans le moule. Sauf que maintenant, on dirait qu'on a lâché les vannes. Et là encore, je crois que l'accélérateur, ça a été aussi la Covid. Ça existait avant, mais ça a accéléré pour les raisons qu'on a dit tout à l'heure. C'est-à-dire que on a eu le temps de se dire, tiens, si on faisait autrement, quoi. Voilà. Mais il faut quand même voir qu'il y a la réalité qui revient, parce que quand on voit le mouvement de la grande démission, dont on a beaucoup parlé l'année dernière, la grande démission, on assiste aujourd'hui à des retours. Pourquoi ? Les salariés boomerang. Oui. Voilà, les salariés boomerang sont les salariés sont des êtres rationnels et ils cherchent de meilleures conditions de travail et puis un meilleur salaire. Et puis quand leur ancienne boîte leur propose un meilleur salaire, ils vont revenir dans leur ancienne boîte. Donc, ce qu'on peut en tirer comme conclusion pour un DRH ou un employeur, c'est que les salariés sont plus mobiles, plus flexibles, et que on a intérêt à les écouter. Alors, ça s'est accéléré effectivement avec ce qu'on peut appeler la génération Z, mais ça a toujours existé cette concurrence. Sauf que on avait moins de concurrence avant et que le rapport de force n'était pas le même. Alors, on va rester dans des étiquettes, mais les différentes générations telles qu'elles sont données, on parle de la génération Z, on en parle beaucoup, mais quel est le rapport au travail qu'ont les autres générations ? Pourquoi est-ce qu'ils seraient si différents ? Lorraine, là, dans son extrait, parlait de la génération de ses parents. Où elle disait, mon père, il a travaillé 25 ans dans une boîte. C'était la norme. On était fidèle à sa boîte. Et d'une certaine manière, la boîte était assez fidèle à ses salariés. Pas au point des Japonais, où on sait que l'employeur nous lâcherait jamais dans la vie. Et s'il y avait un problème économique, il s'arrangerait pour nous trouver un autre boulot, pour s'occuper de nous. Donc c'était un marchand. À partir du moment où les entreprises, dans les années 80, ont plus respecté ce deal, qu'elles ont licencié en masse, qu'on a assisté à des choix de délocalisation, de mondialisation, dans le cadre de la mondialisation, pour faire des économies, les salariés n'ont plus été fidèles non plus. Et aujourd'hui, on arrive à l'inverse, c'est-à-dire qu'une perception négative de quelqu'un qui resterait toute sa vie dans la même boîte. Oui, c'est vrai. Et à côté de ça, il y a une fidélité qu'on retrouve peut-être plus difficilement chez les jeunes. Enfin, c'est ce qu'on disait, ou en tout cas qui est intéressé. L'employeur va devoir être plus dans un jeu de séduction que dans un jeu de contrainte comme il était avant. Par rapport à toujours cette évolution, c'est le rapport à la hiérarchie qui a aussi beaucoup évolué. On était dans des relations très verticales au travail. Maintenant, on est dans des relations qui sont plus horizontales, ou en tout cas qui tendent à l'être de plus en plus. On parlait, de toute façon les mots parlent d'eux-mêmes, on parlait d'entreprises pyramidales. Maintenant, on parle d'entreprises agiles, de travail collaboratif. Quelle place reste-t-il pour le leadership dans un modèle comme celui-là ? Je pense qu'il va être de plus en plus nécessaire
Parce qu'avant, vous étiez le chef ou le petit chef ou le sous-petit chef, et on vous obéissait parce que sinon, c'était la porte, quoi. Donc c'était un rapport de force. C'était, comme vous le disiez tout à l'heure, c'était d'une certaine manière des flics, quoi. C'était les gardiens d'une certaine forme d'organisation. Aujourd'hui, on n'a plus envie d'obéir à ça. On n'a plus envie d'obéir à un ordre qu'on ne comprend pas. Ça, c'est typique des générations Z et même Y. On a besoin de comprendre ce qu'on fait et pourquoi on le fait, etc. Donc pour un manager, c'est compliqué parce qu'il n'a pas été formé à manager de cette manière-là. Moi, j'ai plein de patrons ou de managers qui m'ont déjà dit les jeunes, ils sont impossibles à manager, on peut pas leur faire une remarque, ils se vexent, voilà. C'est un fait, c'est comme ça. Et il faut apprendre à les manager, c'est tout. Alors, pour en revenir à votre mode d'organisation hiérarchique et au basculement, il y a tout le temps, là, depuis quelques années, des tentatives d'aplatissement des chaînes hiérarchiques, des organigrammes. Il y a le fameux mouvement de l'entreprise libérée. On a vu des choses très, très intéressantes et puis on a vu des abus. On nous a prédit la mort des cadres, ce qui me paraît douteux. Moi, je pense que le cadre va retrouver son rôle, il va changer, mais on pourra en reparler. Mais on a vu des choses intéressantes, c'est-à-dire que les entreprises hiérarchiques en silo, avec des petits vassaux qui dirigeaient chaque silo, ça, c'était nuisible à l'entreprise. C'était nuisible à la rentabilité et c'était nuisible à la qualité de vie au travail. Et la qualité. Ouais. Et donc on voit bien, mais même s'ils se mettent pas l'étiquette entreprise libérée, il y a beaucoup d'entreprises qui cherchent, qui réfléchissent à comment faire. Alors quand on est une entreprise du CAC 40, qu'on a des dizaines de milliers de salariés, c'est extrêmement compliqué. Et quand on est une PME, c'est un peu plus simple. Forcément. Ce qui est intéressant par rapport à ce que vous disiez sur le manager, mais le rôle du cadre, on va en effet en reparler, mais cette nécessité d'être formé. Le collaborateur, aujourd'hui, il doit encore apprendre dans son entreprise. L'entreprise devient aussi une école, d'une certaine façon. On parle beaucoup d'entreprises apprenantes. Et je crois que c'est vrai. On n'a pas d'un côté la formation initiale à l'école, à l'université ou dans une grande école, et puis ensuite on s'endort toute sa vie, toute sa carrière. Non. D'abord parce que on a toujours besoin, même un artisan qui fait la même chose tous les jours, on sait très bien qu'il se perfectionne tous les jours. Il apprend, il continue à apprendre toute sa vie. C'est vrai pour tous les métiers. Et c'est d'autant plus vrai pour les métiers technologiques. Il y a 10 ans, tout le monde devait être codeur. Aujourd'hui, tout le monde n'a plus besoin d'être codeur. Et d'ailleurs, les développeurs, ils développent avec l'IA et ils s'appuient sur l'IA, ils gagnent beaucoup de temps, elle fait moins de fautes. Je dis pas que l'IA va coder à leur place, mais ils vont devoir changer de métier aussi. Donc, dans sa vie professionnelle, il y a une accélération des besoins en formation. Donc, il faut trouver des systèmes dans lesquels on va apprendre en permanence. Et les vieux modes de formation vont devoir s'adapter ou on va devoir en trouver d'autres. Moi, j'ai vu des expériences de boîtes comme Lippi, qui est une société en Charente-Poitou qui fait du grillage, une société industrielle. Elle a créé un centre de formation au sein de la boîte où tous les salariés peuvent y aller quand ils ont un besoin. Mais ça peut être un besoin tout simple. Je veux apprendre à me servir de Photoshop ou de PowerPoint, ou des choses, je veux développer un site web, ou voilà. Ah, d'accord. Et ça a beaucoup de bénéfices. Et d'abord, ça leur a coûté moins cher. On n'a pas besoin de remplir un dossier pour avoir une formation et d'avoir une formation dans 6 mois alors qu'on a besoin tout de suite. On a vu un développement de formation de pair à pair. Donc, ça a créé du lien entre les salariés. Ça a plein de vertus. Oui, c'est ça. Du coup, les formateurs sont des salariés. Ouais. Alors, je pense que pour des choses très techniques, il y a peut-être des formateurs externes. Mais ça, c'est une piste. Oui. En tout cas, c'est créateur de liens. J'imagine que ça permet de sortir des silos aussi à quelqu'un qui bosse en RH, de au final être formé avec quelqu'un qui bosse dans, je sais pas moi, autre chose. Alors que dans le système traditionnel, vous êtes en production, vous aurez le droit à des formations dans votre métier. Vous êtes en RH, vous aurez le droit à des formations en RH. Et c'est tout.
C'est intéressant. C'est aussi responsabiliser le collaborateur et lui montrer qu'en fait, il n'est pas là juste pour répondre à sa fiche de poste. C'est que s'il a envie et plus d'appétence pour tel ou tel sujet, il peut tout à fait les développer et on lui fait confiance. Je suppose qu'on en parlera aussi, mais ça veut dire que le métier de RH va évoluer. Ah oui. Et doit évoluer. C'est vrai, petit teasing pour la suite. C'est ça. Justement, en fait, on y vient. Le futur du travail. Donc, ce qui est intéressant peut-être pour commencer, le terme de futur du travail, vous, c'est un terme que vous n'aimez pas. Non, future work, on entend. J'aime pas parce que ça laisse entendre que c'est prédéterminé, prédestiné. On ne sait pas ce que c'est que le futur. On met le focus sur des choses qui sont à la mode. Alors en ce moment, ça a été le télétravail, sa semaine de 4 jours, mais il y a plein d'autres sujets. Et le futur du travail, c'est pas juste des changements organisationnels, c'est beaucoup de choses. On en parlait tout à l'heure, la protection sociale. Elle repose sur le salariat. Aujourd'hui, c'est le salarié qui finance la protection sociale. Et chez nous, ça coûte très cher. Ça pourra pas durer, ça peut pas durer, notamment pour des raisons démographiques. Donc, il va falloir inventer un autre système. Ça, c'est le futur du travail aussi. Donc, c'est un peu un fourre-tout. Donc, moi, je l'utilise parce que il faut bien un repère. Un hashtag, un mot-clé, c'est utile. Mais voilà, l'idée, c'est de montrer que... Et d'ailleurs, moi, je le vois dans ma ligne éditoriale. J'essaie de m'extraire de ces sujets techniques pour aborder des sujets un peu plus larges. Et justement, quelles idées, quels sujets vous abordez dans votre newsletter ? Alors, il y a beaucoup... Historiquement, parce que la newsletter, elle existe depuis longtemps, je la publie de manière éditorialisée depuis 2020, à peu près, depuis septembre, la rentrée 2020. Juste avant le Covid, en fait. Ça a commencé au moment du Covid, et puis ça a vraiment démarré en septembre. Et donc, au début, on parlait beaucoup de télétravail parce que c'était la Covid. On a parlé de la Covid, du télétravail, c'était des sujets avec des conséquences dans l'organisation, c'est-à-dire le management, le rôle du manager, l'entreprise libérée aussi, des sujets comme ça. Mais je commence aussi à aborder des sujets sur la protection sociale, sur le care, justement, dont on parlait, en essayant de rester à distance des modes, c'est-à-dire et ça, c'est un service pour mes lecteurs, c'est-à-dire que je lis beaucoup, je regarde, j'essaie de trouver les sources, d'aller vraiment à la source de l'info. Et ça, c'est beaucoup de temps. Mais c'est passionnant parce que moi, je suis curieux, donc j'aime ça. Et en plus, ça fait gagner du temps aux lecteurs en essayant de les pousser. J'ai pas de réponse toute faite, mais de les pousser à se poser des questions. Et donc, le futur du travail, c'est inépuisable comme sujet. Oui. C'est votre vie privée aussi parce que c'est votre organisation domicile-travail, c'est vos déplacements, c'est l'aménagement du territoire, c'est énormément de sujets. L'aménagement du territoire ? Ben oui, si vous construisez des villes nouvelles à 50 km de Paris et que les gens sont obligés de penduler tous les jours pour aller travailler, ça a des conséquences sur leur vie, sur les coûts pour la collectivité, les encombrements, la pollution, c'est des réflexions. Et ça, c'est des réflexions à échéance de 20 ans, de 30 ans, de temps d'aménageur. C'est le futur du travail aussi. Oui, complètement. Est-ce qu'on doit construire de plus en plus de banlieues, de plus en plus loin, de plus en plus de périphériques qui vont être de plus en plus bouchés? Voilà, c'est toutes les grandes métropoles en France, c'est ça. Paris, Caen, Lille, c'est épouvantable. Strasbourg, circulation, Marseille, c'est l'enfer. Et justement, on parle d'une vision à 10-20 ans. Selon vous, quel sera le monde du travail dans cette échéance aussi proche ? Alors là, je suis incapable de vous le dire. Plus d'autonomie ? Alors oui, il y a des tendances quand même. Je pense que l'autonomie, ça va être importante. Un sujet important, parce que on est dans un monde, on le voit tous, ça s'accélère, que ce soit sur le plan géopolitique, le plan social, le plan macroéconomique. C'est un monde très incertain, très fragile. Qui avait prévu la Covid, à part une poignée de scientifiques qui nous dit depuis 2005, attention, ça va recommencer. Personne. Donc, on se prend des bouleversements, puis des bouleversements climatiques. On ne sait pas quelles sont les conséquences économiques sur le travail, le déplacement de population.
En 2050, le premier continent le plus peuplé, c'est plus la Chine, c'est l'Afrique. Donc, qu'est-ce que ça va faire comme migration, comme besoin de migration, comme gens qui vont chercher du travail, qui vont se déplacer? Voilà, on ne sait pas, on peut pas le prédire. Donc, la conséquence, c'est qu'on a intérêt à être flexible. Et flexible, ça veut dire quoi? Ça veut dire s'organiser de manière à pouvoir encaisser n'importe quelle crise. Une fois qu'on a dit ça, là aussi le diable réside dans les détails, c'est effectivement plus de formation, c'est pouvoir grossir et maigrir sa structure quand il y a besoin, c'est-à-dire qu'on n'a pas forcément les contraintes du salariat aujourd'hui, qu'on doit peut-être s'accrocher avec des freelances. Des freelances, oui, c'est ça, des réseaux de freelances. Qui vont d'une certaine manière un peu... de manière plus riche, remplir le rôle d'intérim qu'on avait. Parce que beaucoup d'entreprises faisaient appel à l'intérim, mais l'intérim c'est quoi? C'est des gens qui vont venir quelques jours pour une mission. C'est pas des gens qui vont être engagés dans la mission ou vis-à-vis de l'entreprise. Un freelance peut l'être, tout en ayant un statut plus autonome. Donc autonomie dans la structure de l'emploi, salariat, freelance, tout ce qui peut exister. Dans les lois sociales, la protection, parce qu'on va pas faire on va pas créer une masse d'esclaves, de nouveaux esclaves, dans lequel on va l'épuiser selon ses besoins. Ça existe ailleurs dans le monde et c'est pas souhaitable chez nous non plus. Donc voilà, c'est cette flexibilité un peu tous azimuts. Ce qui est intéressant quand on regarde nos amis américains, c'est parce qu'on dit qu'ils ont souvent 10 ans d'avance sur nous. Ce que fait Elon Musk ou Bezos par exemple, est-ce que demain on fera la même chose qu'eux? Est-ce que ce sont des bons exemples? Alors, ce sont des très grands entrepreneurs, ça c'est indéniable, hein, des créateurs, avec des gens avec des caractères pas forcément très sympathiques. C'est les défauts de leur qualité. C'est très drôle parce qu'ils sont complètement dans le futur, en avance, visionnaire d'une certaine manière. Alors Musk encore plus. C'est visé sur Mars ou autre. Ils ont des grandes réussites, mais on a l'impression que sur l'organisation du travail, ils ont un siècle de retard. Comment dire, la réponse à l'autonomie qui a été prise par les salariés, c'est la contrainte. On l'a vu chez Bezos, là, Amazon qui, à partir du 1er janvier, qui interdit le télétravail, Musk quasiment aussi. Tout ça étant facilité aux États-Unis par une protection sociale qui est pas la même que chez nous. Vous êtes viré du jour au lendemain, c'est pas un problème. Donc la flexibilité, lui, il a fait sur sa masse salariale comme ça lui plaît. Donc ils sont en avance, mais pas forcément socialement. Il y a un autre gros sujet, et on arrive bientôt à la fin de notre échange. Donc c'est un gros sujet qu'on va aborder rapidement, mais qu'on a déjà abordé plus longuement dans un épisode de l'Accent. C'est le sujet de l'IA, et je voulais vous faire écouter un petit extrait d'une PDG en Chine qui s'appelle Tang Yu. Bonjour à tous, je suis Tang Yu, patronne de l'entreprise NetDragon. C'est une première mondiale. Une intelligence artificielle nommée PDG. Tang Yu, c'est son nom, est à la tête de l'une des plus grandes entreprises de jeux vidéo du pays. Malgré son emploi du temps chargé, vous êtes satisfaite des résultats de l'entreprise? Elle accepte les interviews. Notre entreprise a enregistré une augmentation des revenus de 26% l'année dernière. Ne vous fiez pas à son air angélique. L'humanoïde dirige un empire de 6000 employés. Voilà. Voilà, donc on est déjà dans le monde du futur. Cette intelligence artificielle, elle est capable de gérer les licenciements, elle fait aussi des plans de carrière, voilà, elle fait plein de choses. Est-ce que c'est ça le monde du futur, le futur du travail? La version capitaliste de la Corée du Nord. Exactement. Faut pas oublier que la Chine, c'est le champion du monde de la surveillance de sa population. Je sais pas ce que va être l'intelligence artificielle. On en voit les effets un petit peu hype depuis 2 ans, depuis l'arrivée de ChatGPT.
où on a un peu fait le tour quand même. Hein. On a vu les limites. Il y a des secteurs qui se sont jetés dessus, tous les producteurs de contenu, avec des technologies bluffantes. À partir d'une photo, la semaine dernière, j'ai fait un film, j'ai rédigé un petit prompt, et puis la photo, elle était animée, elle a fait ce que, en l'occurrence, c'était ma chienne. Elle est venue piquer un morceau de fromage. C'est incroyable. Voilà, c'est incroyable. On ne voit rien. Hein. C'est-à-dire que c'est bienvenu dans le monde des deepfakes. Ouais. Donc voilà, on s'amuse avec ça et on voit pas tous les autres aspects de l'intelligence artificielle qui sont déjà d'ailleurs passés dans les mœurs depuis un bout de temps, qui se modernisent, qui s'accélèrent, mais dans l'industrie, l'intelligence artificielle, pour prédire des pannes dans la conception d'un moteur, des choses comme ça, c'est passé dans les mœurs. Pour robotiser une production, c'est passé dans les mœurs. Donc il y a des aspects assez classiques, et puis il y a des aspects plus philosophiques, comme celui-là, qui sont un petit peu gênants. Alors est-ce que ça va se faire ? Est-ce que on va résister ? Est-ce qu'on a envie de ce monde-là ? Est-ce qu'on va subir ce monde-là ? J'en sais rien. En tout cas, ce qui est intéressant, c'est qu'on se pose les questions. Oui, on se pose les questions. Et ça, c'est enrichissant. Oui. De toute façon. Je ne sais pas si cette entreprise ou si la Chine, d'une manière générale, se pose les questions de la même manière que nous. S'ils sont dans un mode efficacité, rationalité, voir comment ils traitent les Ouïghours ou d'autres, on peut se poser des questions. Je sais pas, on voit bien les craintes. Il faut essayer de trouver juste ligne entre la peur de la technologie, hein, les ludites qui vont casser les machines, et puis les idées ou les gens qui idéalisent. C'est pas forcément des idéalistes, mais les vertus de l'intelligence artificielle. Ce qui est certain, c'est qu'il y a des métiers qui sont déjà, ils sont déjà morts et qui ne savent pas encore. Les métiers de la traduction, en 2 ans, ils ont été tués. Moi, j'ai un ami qui avait une boîte où il y avait 30 traducteurs. Voilà. Et plus de besoin. Non, plus besoin. On parle du coup des métiers qui forcément vont évoluer. On en a brièvement parlé. Ce sera globalement ma dernière question. Dans les métiers qui vont évoluer, il y a le métier de cadre, vous en avez parlé, et le métier de RH. Comment vont-ils évoluer, ces 2 métiers-là ? Alors d'abord, il faut bien voir que il y a une espèce de légende qui court que 80% ou 50% des métiers de 2030 n'existent pas encore. C'est certain qu'il y a des métiers qui n'existent pas encore, mais ce qu'on oublie de dire quand on regarde un petit peu la réalité des choses, c'est qu'il y a beaucoup de métiers qui ne changeront pas. Ceux dont on a parlé, par exemple, du care, et qui au contraire vont se développer. Donc, ces métiers qui n'existent pas encore, c'est toute petite frange de l'emploi. Dans les métiers qui ne vont pas changer, à mon avis, il y a ceux de cadre, managers et cadres, qui vont prendre de l'importance. Parce que justement, on va avoir besoin de plus de repères humains, de relations humaines, de management humain. Et le métier du cadre, on l'a déjà vu, hein, un DRH, c'était un chef du personnel il y a 30-40 ans. On engageait d'ailleurs, c'est rigolo, souvent des militaires pour ce poste-là, parce que c'était des gens qui étaient carrés, qui savaient manager les hommes, mais manager à la manière des militaires il y a 40 ans. Oui. C'est obéis et tais-toi. Oui, c'est ça. Marche ou crève. C'était un peu ça. Ça. Et puis c'était des gens sérieux qui, bon, voilà. Aujourd'hui, on a des DRH et moi, j'aimerais pas être DRH aujourd'hui. Les contraintes qu'on leur donne, c'est épouvantable. Hein, avec des contraintes un peu bureaucratiques de la RSE, des choses comme ça, d'évolution des méthodes de recrutement, voilà, ça va devoir changer assez vite. Et la valeur ajoutée du DRH, c'est quoi ? Ou la valeur ajoutée du cadre, ou du manager, c'est quoi ? C'est la relation humaine. Le cadre, comme vous le disiez tout à l'heure, c'est déjà aujourd'hui un peu plus un coach alors, il y a toujours un peu de bureaucratie, on parle pas de cadre, on parle de N+1, de N+2. C'est pas glamour, mais ça va évoluer aussi. Et le DRH, demain, il va être dans du coaching, enfin, sans que ce soit du coaching, mais en tout cas, travailler le plan de carrière de façon individualisée. Oui. Beaucoup plus, au final. Exactement. Et comme si on parle d'entreprise apprenante,
Alors, c'est pas des choses qui peuvent se faire en 2-3 ans. Mais je pense que les grands managers ou les PDG des grands groupes qui sont chargés de veiller à ces choses-là peuvent donner une ligne, une direction. Après, l'exécution, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est toujours très difficile. Transformer son entreprise en entreprise apprenante, il y a déjà plein de boîtes qui font des choses. C'est pas pour ça qu'elles se baptisent entreprises apprenantes. C'est vrai. Et donc, moi, je crois pas du tout que les cadres ou même la fonction de RH vont disparaître. Très intéressant. Merci beaucoup, Xavier. Merci. A fait un Merci de m'avoir sacré invité. voyage dans le temps, là, quand même. Oui. Pour conclure, donc, le monde du travail semble évoluer à une vitesse vertigineuse et les entreprises doivent repenser leur organisation, puis le rapport, la relation qu'ils ont avec leurs collaborateurs, la gestion des talents et puis leur approche du leadership. La quête de flexibilité, d'autonomie et puis d'épanouissement professionnel, nous en parlions, ne fait que commencer. Et il est clair que c'est pas seulement aux candidats de s'adapter, mais aux entreprises elles-mêmes de se réinventer. Merci d'avoir écouté cet épisode et puis on se retrouve très vite dans un nouvel épisode de l'Accent.